bonsoir tout le monde. Là, sur le micro, ça va. Merci beaucoup au collectif Acide pour l'invitation. J'étais jamais venue à Orléans, je crois, donc c'est cool. Alors sur le sujet, comme on n'est pas nombreux, je propose qu'on fasse quelque chose d'interactif. Je ne sais pas ce que vous êtes venus entendre, ce que vous recherchez, etc. Je vais faire une présentation un peu générale sur qu'est-ce qu'on entend par racisme d'État, racisme institutionnel, et peut-être en quoi est-ce que les violences policières sont l'expression d'un racisme d'État, et voilà, avec des chiffres, etc. Et puis n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions, à commenter, etc. pour qu'on puisse avoir quelque chose d'interactif. Avant ça, oui, je suis militante, je ne sais pas comment me définir, je dirais militante antiraciste. Je travaille sur la question des violences policières depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans. J'ai été notamment porte-parole du collectif Stop le contrôle au faciès, membre de la MAFED, le collectif des femmes qui a organisé la marche de la dignité le 31 octobre 2015 avec comme axe central la lutte contre les crimes policiers. Et depuis, je continue à travailler sur ces questions. Quand on parle de violences policières, déjà, c'est extrêmement large. C'est-à-dire que les violences policières recouvrent à la fois une réalité aussi simple, entre guillemets, ou en tout cas aussi basique que le contrôle au faciès. Donc le contrôle discriminatoire, un contrôle d'identité qui est basé sur l'apparence, qui est fondé sur le faciès de l'individu. Alors ça peut être sa couleur de peau, ça peut être son style vestimentaire, ça peut être sa religion supposée. Hein. Vous vous rappelez de cette fameuse expression musulman d'apparence notamment. Donc ça va être un voile, une barbe, une tenue qui renvoie de près ou de loin à l'islam. Donc ça, c'est le contrôle d'identité que des millions de concitoyens subissent de manière systématique sur le territoire et en Outre-mer, parce qu'on ne parle pas souvent des Outre-mer, mais en termes de violence policière, c'est d'autant plus un sujet que c'est beaucoup moins visible qu'ici. Donc du contrôle d'identité abusif, le contrôle au faciès, aux violences policières. Donc ce qu'on entend par violence policière, généralement, ce sont les coups. En fait, c'est les coups qu'on va vous porter. Donc c'est un coup de coude, on va vous faire une clé, vous allez avoir le bras cassé. Ça arrive. Ça arrive tous les jours en fait dans les quartiers. On va vous mettre un coup de boule, un coup de poing dans le visage, une claque. La claque, je crois que c'est quasi quotidien aussi dans les quartiers. Coup de tibia, coup de genou, coup dans les tibias, balayette, etc., etc. Alors effectivement, ça a été, on en parle beaucoup en ce moment parce que ça a touché le mouvement social. Et c'est très bien qu'on en parle, mais moi je tiens quand même à faire la distinction entre les gens qui sont victimes de violences policières dans le cadre de l'expression politique, dans le cadre d'une manifestation, et les gens qui sont victimes de violences policières pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est important de parler des violences policières, quelles que soient les cibles, et quelle que soit la manière dont elles s'expriment, le lieu d'où elles partent, etc. Mais il ne faut pas que certaines violences occultent les autres. Et malheureusement, j'ai l'impression, personnellement, en tant que militante, que plus on parle des violences policières qui visent le mouvement social, plus on a tendance à occulter cette réalité ancienne, systématique, qui se produit dans les quartiers populaires. Et enfin, après les violences policières, le stade mortel, c'est celui donc, des crimes policiers, c'est celui des morts par la police. Alors effectivement, on retient souvent les noms qui font la une des médias, comme Adama Traoré, là, qui a marqué l'actualité durant l'été, parce qu'il est mort le 19 juillet à Beaumont-sur-Oise. Mais en réalité, c'est en moyenne une personne par mois en France qui meurt sous les coups de la police. Une personne par mois. Ça fait grosso modo, ces 50 dernières années, 12 à 15 personnes par an. Et ça, c'est les chiffres, c'est le recensement que l'on tient, nous, associations ou médias indépendants, comme Bastamag en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de recensement officiel. Ces morts, elles ne sont même pas traitées de la même manière. Parce que là, je suis sûre que presque tout le monde a en tête. Tout le monde a entendu parler d'Adama Traoré ? Levez la main, si vous avez entendu parler. Ok. Il y a 7 jours, il y a un homme qui est mort à Béziers dans les mêmes circonstances. Tout le monde en a entendu parler ? Ouais, c'est ça.
on n'a pas entendu parler. Donc c'est pareil, c'est un homme qui il y avait une crise de nerfs, qui a vécu une crise de nerfs. Sa sœur a appelé la police parce qu'elle avait besoin d'aide. Il a vu la police arriver, il a fui, il est descendu en bas de chez lui, il a commencé à crier « aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Il était agité, crise de nerfs, il avait très certainement besoin d'un accompagnement psychologique. La police n'a pas su gérer ça. Ils ont eu du mal à l'interpeller, du coup ils lui ont vidé 2 bombes lacrymogènes sur lui, il a été aspergé, ils l'ont plaqué au sol, menotté, très certainement fait une clé d'étranglement ou ces plaquages... ouais, c'est ça, compression thoracique, qui a conduit à une asphyxie, encore une fois, et à la mort de l'homme. Il était noir. Je le dis parce que la presse actuellement, et d'autant plus que les morts s'accumulent aux États-Unis, a tendance à titrer « Un homme noir a été tué par un policier blanc à San Diego, à Los Angeles, à New York, etc. » Et bien là, on a juste eu droit à une dépêche, un homme mort d'une mort naturelle à Béziers. Et ça, en fait, c'est ni la première fois ni la dernière fois que ça arrive. Avant Adama Traoré, il y a eu un jeune Comorien de 22 ans qui est mort à Marseille dans des conditions extrêmement floues. Et avant ça, il y a eu encore un mort. Et avant ça, il y a eu encore un mort. Et avant ça, il y a eu encore un mort. Et après ça, il y en aura encore, etc. Mais on n'en entend presque jamais parler. Et ce qui fait la différence, c'est la mobilisation du quartier, la mobilisation de la famille. C'est-à-dire que ce qui a joué, pour le coup, ce qui a beaucoup joué dans le cas d'Adama Traoré, c'est que c'est une grande famille, la famille Traoré. C'est une famille qui était déterminée, c'est une famille qui n'avait pas peur des représailles. C'est une famille qui s'est dit, quoi qu'il arrive, on va obtenir vérité et justice. C'est une famille qui a pu compter sur la solidarité du quartier Boyenneval à Beaumont-sur-Oise, mais aussi sur la solidarité des autres quartiers qui se sont joints et qui ont répondu aux appels de la famille et qui ont dit, OK, on met de côté nos rivalités de quartier. Et là, sur le coup, il y a un des nôtres qui est mort, donc on va vous aider. C'est aussi parce que comme c'est proche de la région Île-de-France, une famille qui a pu bénéficier de l'expérience des autres familles de victimes de crimes policiers, des associations qui travaillent sur cette question-là, et donc par ricochet, du soutien de personnalités comme des rappeurs, etc. etc. Et ça a permis de déjouer le silence habituel que l'on a sur les crimes policiers, d'imposer la version de la famille et de décortiquer petit à petit ce qui s'apparente à des mensonges d'État, puisque comme vous l'avez vu, le procureur a menti, il a volontairement occulté les versions la vraie version d'ailleurs, il a volontairement occulté les rapports du médecin légiste qui faisait mention dans les 2 cas de syndrome asphyxique. Ces mensonges ont été repris par les médias et tout ceci a évidemment été a joui de la protection des politiques. Donc ça c'est assez classique en fait dans les affaires de crimes policiers, avec toujours la criminalisation de la victime, qu'on l'on fait passer pour un délinquant, alors que ce soit vrai ou pas, peu importe, on le fait passer pour un délinquant, quelqu'un en faisant en sorte que dans la tête de l'opinion publique jaillisse l'idée que c'était mérité, c'était une mort qui était méritée, donc criminalisation de la victime, dissimulation des preuves, toujours classique, menace de représailles envers la famille, toujours, pareil, là encore une fois, c'était le cas. Protection des gendarmes aux policiers qui sont impliqués et évidemment impunité. Il faut savoir que sur les 400 morts en France depuis ces 50 dernières années, il y a eu très très peu de procès et pour les seuls procès qu'il y a eu, on n'a eu que 4% des policiers accusés qui ont été condamnés. C'est vraiment, il y a une impunité policière en France. C'est extrêmement dur d'amener les policiers, que ce soit des affaires de violence policière d'ailleurs ou des affaires de crimes policiers, devant la justice, et une fois qu'ils sont devant la justice, même avec les preuves, même avec des vidéos, même avec des témoignages accablants, c'est très très difficile de les faire condamner. Sur la question des violences policières, évidemment, pendant très longtemps, on a abordé d'un point de vue social. C'est-à-dire que, évidemment, que les violences policières sont aussi l'expression d'un rappel à l'ordre social, territorial. Voilà, on vous rappelle, on vous assigne en fait à une identité, on vous dit de ne pas bouger de là où vous êtes, de votre quartier, de votre condition sociale, de votre classe sociale, etc. Le grand absent
de ce traitement-là, c'est la question raciale. Et la question raciale, elle est extrêmement importante puisque, il ne faut pas se le cacher, les principales victimes des violences policières en France sont les Arabes et les Noirs. Les Roms, évidemment, de plus en plus les communautés asiatiques, mais ceux qui subissent de plein fouet en fait, cette violence-là, alors du contrôle aux faciès aux crimes policiers, ce sont les descendants de l'immigration post-coloniale. Et ça, ce n'est pas anodin, c'est évidemment, puisque de toute façon, la manière dont sont contrôlées et réprimées ces populations-là tire ses racines, elle puise ses racines dans l'histoire esclavagiste et coloniale de l'État français. Comme je l'ai dit, j'ai été porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès. On avait été assez amusés à l'époque de retrouver sur une image qu'on nous avait envoyée une manif de 62 où on voyait des Algériens tenir une pancarte Stop au contrôle aux faciès. C'était pas volontaire, on n'avait pas du tout connaissance de cette image-là, mais ça montre la continuité en fait de ces problématiques-là, de ces questions, de la manière dont fonctionne la police française, les forces de l'ordre françaises, et dans la manière dont elles renvoient systématiquement, ou elles assignent systématiquement les populations descendantes de l'immigration postcoloniale à un ordre social et racial. Donc ça, c'est important de le dire. Que dire d'autre sur peut-être le racisme d'État, parce qu'il me semble, je ne sais plus si c'est dans le titre ou pas. Non, je ne sais pas. Ah oui, non, c'est appareil d'État et vecteur de discrimination raciale. Parce qu'on nous dit souvent, quand on parle des violences policières, oui, mais ce n'est pas tous les policiers. Il y a des policiers qui sont gentils, il y a des policiers qui font bien leur travail. Ce qui est important de dire, c'est que nous, on n'est pas dans un concours de gentillesse ou de méchanceté. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas une question, c'est pas une question morale. On n'est pas dans une question de distribution de bons points, de lui il est gentil, mais lui il avait une bonne intention, oui mais lui, mais non, mais c'est pas volontaire ce qu'il fait, etc. Le racisme, c'est un système, c'est une question de pouvoir et c'est quelque chose qui fait système. Quand on parle de système, donc on parle de structure, de quelque chose qui dépasse l'individu, de quelque chose qui est reproduit au fil des années et qui ne dépend pas de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté d'un ou de plusieurs commissaires. Donc quand on parle de racisme d'État et quand on parle de violences policières racistes, on ne cible pas les individus, les policiers. On cible l'institution policière et l'État auquel elles rend des comptes et d'où elles tirent ses ordres et ses prérogatives. Voilà, je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Peut-être que comme introduction, ça devrait aller. Ouais, voilà, super. Je voudrais apporter juste une précision, c'est sur le cadre juridique, parce que le tableau est bien parcouru. Je pense que derrière ça, on a quand même un cadre juridique qui a été bouleversé depuis 10 mois, depuis les attentats de novembre 2015 à Paris. Il y a l'état d'urgence. Je pense qu'aujourd'hui, l'état d'urgence, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Enfin, on a déjà fait des soirées là-dessus. Je ne vais pas traîner, mais enfin, c'est quand même pas inutile de rappeler que c'est une législation coloniale, puisque c'est un dispositif qu'on a ressorti, mais qui avait été adopté pendant la guerre d'Algérie. Ce qu'il faut savoir, notamment, par exemple, pendant la bataille d'Alger, c'est que les parachutistes investissaient des quartiers, ils raflaient tout le monde. On savait que chaque militant FLN avait 2 contacts simplement qu'il connaissait. Donc on raflait une population importante dans la Casbah, on torturait les gens et on reconstruisait l'organigramme du FLN. Bon, en fait, quand on regarde les perquisitions administratives, où on balance, enfin, c'est-à-dire les perquisitions sans contrôle du juge, qui se déroulent dans des conditions extrêmement violentes, qui ressemblent à ce qui se passait quand les parachutistes entraient dans une maison. C'est-à-dire qu'on couche tout le monde au sol avec un fusil d'assaut braqué sur le nez, et puis on retourne l'appartement, on fait entre 2500 et 7000 € de dégâts qu'on refuse d'indemniser. Et il sort de quoi de tout ça? 6 procédures sur 3500 perquisitions administratives, il sort 6 procédures. Et puis, effectivement, ces assignations à résidence qui ne visent que la population musulmane, où, effectivement, l'administration, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle judiciaire, s'autorise à priver de liberté des gens simplement sur la base de soupçons, des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui n'ont rien fait simplement parce qu'on a décidé qu'ils étaient soupçonnables.
Bon, ça c'est l'état d'urgence, mais le phénomène auquel elle a incité, on a un double phénomène sur le plan juridique. On a à la fois une tentative de l'État d'élargir le cadre légal de l'arbitraire policier avec de nouveaux textes. Alors, les vieux textes coloniaux qu'on ressort, et on a aussi la réforme du Code de procédure pénale. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a déclaré début mars, dans une interview au Figaro, que nous pouvions basculer dans la dictature en une semaine. Ça veut dire que si demain nous avons une dictature d'extrême droite, elle n'a pas besoin de modifier l'ordonnancement juridique existant. Elle a désormais à sa disposition l'ensemble des outils. Alors, sur la réforme de la procédure pénale, parce que c'est quelque chose dont on a moins parlé, je voudrais en citer quelques-uns. Il y a d'une part la possibilité pour les policiers, sur un contrôle d'identité, de garder à vue une personne pendant 4 heures sans la présence d'un avocat. Alors on imagine ce qui peut se passer pendant ces 4 heures. Alors on y dit oui, mais c'est personnes soupçonnées de terrorisme. Si ce n'est que les soupçons, ce sont les policiers. Donc tu es arabe, tu as une barbe, tu es peut-être un terroriste. Je te garde 4 heures sans le contrôle d'un avocat. On a l'utilisation des armes par les policiers qui ne sont plus strictement limitées à la seule légitime défense. Et simultanément, on assiste à l'armement généralisé des polices municipales, et on parle aujourd'hui d'armer les personnels des sociétés privées de sécurité qui interviennent dans les transports en commun. Quand on connaît la brutalité dont sont capables ces personnels, il y a de quoi craindre le pire. On a aussi des pouvoirs extrêmement étendus qui sont conférés au procureur de la République. Je rappelle que le procureur de la République, ce n'est pas un magistrat indépendant, il dépend du pouvoir politique. Le procureur de la République, il peut désormais ordonner des perquisitions de nuit, il peut ordonner des écoutes téléphoniques, des vidéosurveillances, la captation de données informatiques. Ce sont des prérogatives qui jusque-là étaient réservées aux juges d'instruction, magistrats indépendants, et dans le cadre d'une information judiciaire, c'est-à-dire avec un contrôle contradictoire de la défense. Alors on a aussi un outil extrêmement dangereux qui est légalisé, ce sont les IMSI catchers. Les IMSI catchers, ce sont des antennes relais qu'on pose dans un quartier et qui permettent de capter la totalité des communications dans ce périmètre. Ça veut dire que là, c'est plus seulement des gens soupçonnés qui sont écoutés, c'est toute la population qui est placée sous écoute. On imagine ce que ça peut donner dans les quartiers populaires. Alors, on autorise ensuite les témoignages sous IC, les témoignages anonymes, ce qui permet toutes les manipulations judiciaires, puisque la personne mise en cause n'est plus en situation de contester avec beaucoup d'efficacité les allégations qui sont produites contre elle et qui pourront être montées de toutes pièces par la police. Voilà, bon, on a aussi la mise à nu des détenus dans les prisons qui est désormais autorisée sans distinction et simplement sur la base des soupçons policiers. On a les peines de sûreté qui passent de 20 à 30 ans. Il y a une centaine de mesures dans la réforme de la procédure pénale. On en a beaucoup moins parlé que dans l'état d'urgence, et pourtant il y a dans ces textes une situation qui fait de la France l'État le plus répressif d'Europe. Donc on voit bien que le cadre légal de l'arbitraire policier, il est en place. Et au-delà de ce cadre légal, on a vu effectivement un certain nombre de violences d'État, de détournements de pouvoir de police qui là, nous font sortir du cadre de la légalité républicaine. Alors, on a parlé du contrôle aux faciès, on sait que c'est vieux. Ceci dit, sur les contrôles aux faciès, pour la première fois, on a eu un ministre de la République qui les a assumés publiquement et les a légitimés. C'est Alain Vidalis, ministre des Transports, après l'attaque du Thalys. Donc cette fois, c'est illégal un contrôle aux faciès, c'est discriminant, mais on a le pouvoir d'État qui assume cette sortie du cadre de la légalité républicaine. Bon, sur les arrêtés anti-Burkini, bon, il est clair que c'était illégal, puisque la loi de 1905, qui est quand même une loi fondatrice de la République, prévoit que dans l'espace public, c'est un espace de libre expression des opinions philosophiques, politiques et religieuses. Et le Conseil d'État, depuis 1909, avait annulé un arrêté
du maire du Kremlin-Bicêtre qui avait interdit aux prêtres de se promener en soutane. C'est donc de manière tout à fait consciente que tous ces élus ont pris des arrêtés anti-Burkini qui a permis, jusqu'à leur annulation, aux polices municipales de chasser des femmes musulmanes de la plage ou de les contraindre à se déshabiller. Moi, j'ai assisté au débat au Conseil d'État sur les arrêtés anti-Burkini. J'ai entendu l'avocat de la ville de Villeneuve-Loubet reconnaître devant les juges que le principe de laïcité n'était pas applicable à la plage et donc pas applicable à l'espace public. Ce qui veut dire que ces femmes avaient parfaitement le droit d'y circuler dans la tenue de leur choix. On a donc là, au-delà de cet élargissement du cadre de l'arbitraire policier, une sortie de la légalité républicaine par des autorités qui sont censées les faire appliquer. Bon, sur Adama Traoré, bon, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Je dirais quand même que on a un procureur. Enfin, la recherche de la vérité, c'est censé être une obsession du juge en charge d'une affaire pénale. Trahir la vérité, c'est trahir la justice. Et donc, le magistrat qui a commis ce mensonge d'État a commis la faute la plus grave qu'on puisse reprocher à un juge dans l'exercice de ses fonctions. Que croyez-vous qu'il arriva? Alors, il a été certes écarté du dossier, mais il a bénéficié d'une mutation tout à fait confortable au parquet général de la Cour d'appel de Paris où il est avocat général. Dans le jargon, on appelle ça le coup de pied latéral ascensionnel, hein, ce qui corrobore l'idée du mensonge d'État. Alors on a aussi cette affaire récente de ce professeur de l'université de Paris 1 qui tente de filmer l'arrestation brutale d'une femme noire par une trentaine de policiers. Bon, il déclare lui-même avoir été immobilisé par des clés au bras extrêmement douloureuses, subi des attouchements aux fesses. C'est un vocabulaire qui est digne de la Gestapo, certainement pas d'une police républicaine. Moi, je crois qu'effectivement, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a raison. Aujourd'hui, nous pouvons basculer dans la dictature en une semaine. Le cadre juridique est présent et il est clair que les populations les plus victimes de cette situation, qui sont donc effectivement les populations racisées d'origine immigrée, vont trinquer, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir se faire dans un cadre strictement légal. Et les pare-feux qu'on avait quand même dans ce pays depuis plus de 2 siècles sont en train de sauter les uns après les autres, ce qui rend beaucoup plus compliqué la protection de ses habitants. Moi, j'en ai conclu, parce que quand il y a eu les arrêtés anti-Burkini, on a dit, bon, c'est pas important, on a le chômage, on a des trucs plus importants que ça. Bon, quand on voit quand même une sortie du cadre légal pour frapper une population identifiée sur des fondements racistes, xénophobes et islamophobes, la situation est grave. Et je dirais que la discrétion de la réaction des forces politiques de ce pays, à un moment donné, je me suis dit, mais au fond, pour se battre, pour défendre la légalité républicaine, on n'a plus que la Ligue des droits de l'homme et le Comité contre l'islamophobie en France, parce que c'est les seules organisations qui ont opposé à ces dérives une riposte efficace par l'action judiciaire. On l'a vu aussi au moment de l'état d'urgence. Voilà, enfin, c'était l'intervention plus juridique par rapport à ce que tu viens de dire.